Chi sono i Fidain? I Fidain sono i figli di questo popolo che è stato oppresso, cacciato dalla sua terra, privato del suo diritto di autodeterminazione e a cui finora è stato impedito di battersi per liberare la Palestina. La parola Fidai è derivata dalla parola fida, che significa sacrificio. Sacrificio significa che uno muore per gli altri, per gli oppressi di tutto il mondo, per un futuro di riscatto in ogni angolo del mondo. La Nakba de 1948, elle est le vécu quotidien de tout un peuple. De ses entrailles surgissent aussi des longs cortèges des Fidaïnes et les enfants de l'Intifada. Elle est la Palestine de tous les jours. Camarade Jadis Ben Gourion, comme tous les criminels réactionnaires des années 40, disait à ceux qui l'avertissaient de la révolution palestinienne, les causes aussi vieillissent avec le temps et finissent à leur tour par mourir et disparaître. Cependant, plus de 6 décennies plus tard, la Palestine est toujours aussi vivante que résistante. La détermination des masses populaires palestiniennes est plus que jamais inébranlable, en dépit de la terreur et les atrocités de tout genre. Les prisonniers palestiniens aussi, en dépit de longues années, sont toujours là, debout face à leurs geôliers, incarnant la résistance héroïque de la Palestine et prouvant à tous les Ben Gourion que la Palestine non seulement vivra, elle vaincra certainement. Nous sommes fiers d'être aux côtés de nos camarades libanais et de nos camarades palestiniens pour exiger la libération immédiate de Georges Ibrahim Abdallah des prisons françaises. Honte à l'État français qui retient en otage un résistant implacable dans ces prisons.
demande au gouvernement libanais de laisser faire. Parce qu'il est un communiste arabe, parce qu'il est un pro-palestinien, pourquoi on ne va pas le libérer? C'est dans notre culture que la Palestine, si elle n'est pas libérée, nous, on ne va pas être libérés. أنا شقيق جورج عبد الله الأصغر. يعني عندما أقول الأصغر يقصد جورج اعتقل بالعام 1984. يعني آنذاك كان لي من العمر 18 سنة، وبالتالي لم أرى جورج منذ أكثر من 36 عام. بالتالي ما سأرويه هو يعني اللحظات المبكرة من تاريخ جورج، معطوفة على ما يسمى الذاكرة الجماعية لعائلة جورج ولأصدقاء جورج. On va faire une rencontre avec Maurice, le frère de Georges, qui habite à la maison de Georges. جورج مدرسة. جورج علمني القراءة والكتابة. جورج علمني القصص الصغيرة عن الضيعة، عن الالتصاق بالضيعة، عن الأرض، عن الزيتون، عن الزرع، عن العيلة. ولما كبرنا علمنا نفكر بالسياسة. جورج أولاً يعني بدأ حياته العملية مدرساً لدى وزارة التربية في منطقة نائية جداً من لبنان، في منطقة أكروم. وهنالك تعرف أو بدأ إحساسه الطبقي يتبلور بحكم ما تعانيه تلك المنطقة من حرمان مطلق، منطقة محرومة يمكننا القول من كل شيء، يعني لا طرقات، لا مياه، لا كهرباء بطبيعة الحال. حتى المدرسة بحد ذاتها كانت عبارة عن مجرد غرفتين في منزل. وبالتالي بإمكاننا القول أن يعني أول مجابهة مع حياته الوظيفية شكلت له منطلقا لبدء مساره النضالي. أخبار اليوم في تلك المرحلة يعني كان لبنان في ذروة صعوده النضالي والثقافي. في حينه كان اليسار عموما على المستوى الدولي والعربي واللبناني، أيضا على المستوى العربي كانت الحالة القومية أيضا في مرحلة صعود بفعل حضور تراث جمال عبد الناصر، وفي سياق صعود الثورة الفلسطينية، وخاصة لدى انتقالها إلى لبنان. بتلك الحقبة كنت أنا بعدني صغير، يعني كان عمري حدود 13 سنة أول ما انفتح علي على الدنيا، وبشوف جورج ورفاق جورج بيحكونا وبيحكوا مع بعضهم وبيناقشوا مع بعضهم عن مظلومية الشعب الفلسطيني. بذكر هيك بيي واصدقائه كانوا يحكوا عنه انه لما يقعدوا بدهم يعملوا ديوان ويقعدوا يعملوا قعده بعد الظهر
يتصنع هو يعتمد انه ينجدوا بيت فيه راديو لحتى يسمعهم، يحط على اذاعه الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين. طبعا باثناء ما كان في تلفزيون ولا كان في، والراديوات كانت معدوده، يعني معدوده بكذا بيت. صح. ما كان هو يعتمد يتقصد ياخذ هيدي الناس على هيدا البيت ويحط على هيدي الاذاعه حتى انه يسمعهم انه في شيء اسمه فلسطين، في شيء اسمه اسرائيل محتله ارض، محتله، يعني ينمي الحس القومي عندهم وينمي لهم انه نحن شعب عربي يعني. The most specific thing happened to the Palestinian people and for our society is what happened in 1948 as a Nakba, not just as occupation. We always know that imperialist powers and colonizing powers are always there, but the significant on the Palestinian thing that our people were displaced by force and by ethnic cleansing, and this is what makes our struggle a bit different. I am Mohammed. I was born in Lebanon in the refugee camp called Ain al-Hilwa. I am originally from the north of Palestine in a village called Malaha. Palestine was under occupation and still under occupation historically. Our people never had independence and self-determination during the Ottoman Empire and even before. After that, for the British Mandate or British colonialism. The entire region have fallen under a new colonization and colonized power, mainly the British and the French. And so the Arab world of today is the product of the Sykes-Picot agreement. And the Arab states today has been states that were literally the borders drawn by these two men, these two generals that represented the French and the British colonization. To the United Nations also came the problem of Palestine. A British mandate since the end of World War I, in recent years this small country had been the scene of disorder and bloodshed. The age-old struggle between Arab and Jew and the aspirations of the Jewish people for a homeland, aspirations which had been intensified through the persecution of the Jews before and during World War II, had aggravated the Palestine problem. The vast majority of the Palestinian people were displaced from their homeland, and they become refugees in Jordan, Syria, Lebanon, and even inside Palestine itself. Majority went to Jordan based on the borders, because the north of Palestine has borders with these three Arab nations. Our family, for example, and we come from a village that
It's just in a border between Syria and Lebanon. So half of the family went to Syria and half of the family went to Lebanon. This have created a new reality for our people and new waves of struggle that the vast majority of the Palestinians were fighting from outside and from the homeland. And for 20 years after that, Palestinians were living without any real organizations and mobilization. Only in the early 60s that we began to see an organized Palestinian struggle, mainly armed struggle. You know, when we talk about the modern Palestinian liberation movement, we think about the 1967 occupation as a major impetus for this shift, for this evolution and development of the Palestinian struggle. And this was a major factor because it was a huge defeat for the Arab regimes at the time and for the belief that, you know, sort of Palestinians could rely on the state powers around them to provide some kind of route to liberation. '67 was the Nakba. So the whole Arab world was feeling disappointed, and we lost the war with Israel. West Bank was occupied, Gaza was occupied, and the rest of Palestine was under Israeli control. So the general atmosphere and mood, it was down. The post-1967 occupation sort of crystallized trends that were already taking place in the Palestinian movement. And that in and of itself was the coming together of several other organizations that were already active and sort of working to organize Palestinian resistance from Jordan and on the borders to fight against the Israeli occupation. And when I say the Israeli occupation, I don't just mean the occupation of the West Bank and Gaza and Jerusalem, but the entire occupation of Palestine that had been taking place since 1948, remembering, of course, that the founding of these groups came from Palestinians who were themselves exiles and refugees fighting to return to all of their homeland, historic Palestine, from the river to the sea. The Palestinian Revolution and the armed struggle was mostly concentrated in Jordan, on the borders of Palestine, and particularly in Al-Aghwar, or the valley. Amman, capitale du royaume de Jordanie. En Palestine, le drame est celui d'une seule terre pour deux peuples. En Jordanie, le problème est celui de deux armées pour un seul territoire. Les commandos palestiniens et l'armée royale. C'est le débat qui vient de connaître, au cours des dernières heures, une nouvelle phase. After the clashes with the Jordanian regime, the result was the removal of the Palestinian camps, military camps, from Jordan to Lebanon. When the Palestinian resistance came to Lebanon,
It was big empowerment move for our community in Lebanon when they saw the Fidaiyin are arriving from Syria, like through Jordan, Syria, to Lebanon, even though they came as bodies, injuries. In this time, there was a Cairo agreement. This agreement gave a big space for the Palestinian resistance in Lebanon and start developing very quickly because also you have the Lebanese resistance camp inside Lebanon. Many revolutionary parties in Lebanon were supporting and sympathizing with the Palestinian resistance. Also, when they felt that this progressive resistance are coming to Lebanon, it will empower them also for the internal Lebanese struggle. And I think this is how the Palestinian resistance expanded in all Lebanon from the north to the south. This was a time of intense movements against colonialism. So, we see in the late 1960s and early 1970s, there were common slogans and posters and images talking about moving from Vietnam to Palestine, recognizing that the Palestinian struggle was not separate from either like the anti-colonial struggle that took place in Algeria to fight French colonialism, or the anti-imperialist struggle that was taking place in Vietnam, fighting first French colonialism and then US imperialism and its allies, that this was part of a global liberation movement fighting capitalism, fighting imperialism. The refusal of the Palestinian masses to forget their homeland sabotaged the American-Israeli project for the area. Today, youth who have never seen their country have joined the Palestinians under occupation in the steadily growing Palestinian resistance movement. The PLO is the sole representative of all the Palestinian people in occupied Palestine and in exile. It is a social, political, and military reality. It is all the Palestinian people united in their common national cause. This is a period in which it became clear that if you were a struggler in the Arab world and you wanted to fight not only for the liberation of Palestine, but for the liberation of your people, well, being part of the Palestinian struggle and being part of the Palestinian revolution was a very important and critical way of doing so. And we had hundreds of youth and hundreds of people coming to Lebanon to join the Palestinian revolution, because many Arabs found that this is the way to liberate even their own country, is by liberating Palestine as the cause of the Arab people. So for George to join the Palestinian struggle and to defend Lebanon was a very natural thing to do. It was the natural thing to do. We don't struggle just for Palestine, like this imagined Palestine. Palestine means for us rights. The right of return is the core of our cause and our struggle, because we're speaking about half of the Palestinian population today are living in diaspora, between 6 to 7 million Palestinians today. In our context, when we are displaced people, the camp is representing the most poor class within the Palestinian society. So the camp as a class was playing an important role in the revolution. So the people of the camp was leaders of their struggle.
We have a very famous slogan within the Palestinian National Liberation Movement saying that the camps are the tank for the revolution, because the Fidaiyin were coming from the camps. The leadership was coming from the camps. From the birth of the modern Palestinian resistance and until 82, who built this resistance? It was the people of the camps who conducted the armed operations. The people of the camps, they are the one who give blood and money. The Palestinian resistance used to go to the camp to fundraise, not to the bourgeoisie. Middle-class people, bourgeois people, but the progressive, when they saw the situation of the camps in Lebanon, I think it played a very important role for radicalizing. For George Abdullah, seeing the reality of the Palestinian people in Lebanon, it was confrontation with the reality. محمد سليمان معروف بأبو العبد، عضو الجبهة الشعبية منذ سنة 1972 من لاجئين لبنان بالنهر البارد، مخيم نهر البارد. أنا من لاجئين ال 48 لجأنا من فلسطين، احنا من القرى شمال فلسطين اللي هسه المعروفة حاليا بدولة إسرائيل المغتصبة. لجأنا على لبنان، طبعا أنا من مواليد لبنان، لجأ آبائنا وأجدادنا وسكننا بالمخيمات. الرفيق جورج عبد الله تعرفنا عليه بالحرب اللي نشبت بلبنان سنة 1975، وهو رفيق كان مناضل بيبحث عن قضية اللي هي كان القضية الفلسطينية. جورج عبد الله عاش بالمخيم على الظروف الصعبة بالمخيم، عاش معنا علما انه هو كان من الناس اللي ممكن يعيشوا حياة رفاهية، حياة كثير مريحة، إلا أنه فضل نتيجة قناعاته يعيش الأزمة والمأساة الفلسطينية تحديداً، وما كنا نميزه، وكان يشارك تكلفوا الجبهة الشعبية بقضايا عمل مشترك مع الفصائل الأخرى، وكان يمثل الجبهة الشعبية داخل المخيم وكأنه عضو فلسطيني من هالبيئة تماماً. جورج بانخراطه في الجبهة الشعبية في صفوفها ومع انفجار الحرب الأهلية اللبنانية، إذا تعسكر الجو في لبنان كله وازدادت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، فانتقل إلى الجنوب اللبناني، وهناك يعني شارك في مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما في اعتداء 1978، وجرح أثناء التصدي للهجوم الإسرائيلي على لبنان. And in that time, Lebanon became a subject for Israeli bombardment and for Israeli invasions. George Abdullah understood from the beginning that this fight for Palestine is really a fight for Lebanon as well, and it is a fight for the Arab people in general.
Shia, quartier populaire du sud de Beyrouth, quartier meurtri que les tirs et les bombardements phalangistes arrosent jours et nuits. Shia coupe la route à l'offensive Kataeb et protège les camps palestiniens de la banlieue de Beyrouth. Ce sont les chrétiens que vous combattez? Non, on ne se bat pas contre les chrétiens. Notre premier objectif est de soutenir la cause palestinienne et le second, c'est de réaliser nos revendications populaires. Nos ennemis principaux, ce sont les sionistes et les phalangistes. La ligne politique de ces deux ennemis est identique. En fait, les phalangistes sont les représentants de la classe bourgeoise au Liban. Cette classe qui se trouve au pouvoir depuis toujours et qui, bien entendu, tient à conserver intacts ses privilèges. Dans ce contexte, il est normal que les couches populaires formulent des revendications politiques et sociales à l'égard du pouvoir et les défendent. Mais ce gouvernement, lui, n'ose pas se mesurer directement avec les masses pauvres et progressistes. Il tente de le faire indirectement en lançant contre elles les phalanges. Alors pour vous, ce n'est pas une guerre entre chrétiens et musulmans? Non, non, non. Alors là, absolument pas. What's so-called civil war in Lebanon, it wasn't really a civil war. It was a normal struggle between the right wing and the left wing in Lebanon. And the fight was there. It was anti-fascism, it was a fight anti-colonialism, it was a revolution inside the Lebanese society against the reactionaries. So, but this war weakened the Palestinians' resistance. And that's why this reactionary camp in Lebanon was supported by the Zionists, by the imperialist, colonialist power. We cannot deny the relationship between Ismail, the Phalangists, and those right-wing Lebanese political parties with the Zionists. They received them military aid, the trainings in Israel. Lebanon was certainly a place where this was seen, and certainly in the 1970s and in the 1980s when the Palestinian Revolution was at its peak there. And this cannot be separated from from the development of forces that led to the civil war in Lebanon, to the violent and brutal attacks of the Israeli occupation in the early 1980s and the invasion of Beirut in 1982. It was an attempt to destroy everything that had been created and the really revolutionary environment that existed on many levels inside Lebanon. On Friday, the 4th of June in 1982, the sky opened up with a rain of fire, iron and death when about 60 US-made Israeli bomber planes raided West Beirut, dropping their mortal charge first on the stadium and then on the nearby overpopulated camps of Fakani, Shatila, Sabra and Burj al-Barajne. This was the beginning of Israel's savage war of siege against the Palestinian and Lebanese people, killing and mutilating over 100,000 civilians. The Phantom, F-15 and F-16 bombers left thousands of dead and razed the camps in South Beirut from the ground. 10,000s of Lebanese and Palestinian families found themselves without homes, without their belongings, without food, without shelter. The resistance was tired from this 10 years almost of internal civil war, right, to protect the resistance camp. This played a very important role for the result that the Palestinian resistance left Lebanon in 82. This created a very special relation inside the Palestinian society. So how the people of the camps felt after the resistance left. Fin août, les Fedayines quittent le Liban par vagues successives, 10 000, beaucoup plus que prévu. Destination Tunis ou Damas. On voyage par mer ou par terre.
que ça représente pour vous le départ? شو بيمثل بالنسبة لك ذهاب الفلسطينيين؟ ذهابهم بداية الثورة مش نهايتها. إن شاء الله على كل بلد بيروحوا بيعملوا الثورة إن شاء الله. 10 jours d'adieu frénétique à Beyrouth, dernier sanctuaire de la résistance palestinienne. Ces quartiers, les Fédaïnes les ont disputés avec courage pendant 2 mois aux Israéliens. Ils y abandonnent leur famille, la peur au ventre. Ils ignorent que l'armée israélienne occupera tout dans quelques jours et que le sang des civils coulera. They are the one who built it, this resistance. And in this moment, they felt that the leadership of this resistance left them. And they felt that they are alone. So, and this was a very big, painful shock for the people of the Palestinian people in Lebanon. After this, few months later, Sabra and Shatila happened. As a result, so it confirmed to our people that you are alone. ليقدر يطلع من المذهبية وما يشارك بالصراعات الطائفية بالبلد، شكل جورج هذه الحالة وترك الجبهة الشعبية. أمام هذا الواقع المقفل على ما يبدو أن جورج قرر أن ينقل المعركة من الداخل اللبناني إلى عواصم الإمبريالية الأمريكية والفرنسية والأوروبية وإلى آخره. ذلك أنه يبدو أنه أيقن بأن الصراع في لبنان بات عبثيا لا يؤدي إلى شيء، وهو يعرف تماما حتى ضمن هذا الصراع أن محرك الصراع هو إسرائيل والإمبريالية الغربية. There was this slogan by Wadi Haddad that we follow our enemy everywhere. It's going far for Palestine, taking Palestine to the world. It was very significant and this played a very important role for taking the cause of Palestine to the international community. And the only way that they could have do this is through the relationship with the international forces in a political way, in a cultural way, but also they have, especially the Popular Front for the Liberation of Palestine, have used tactics such as the hijacking of airplanes and attacking the interest of U.S. interest and British interest outside of Palestine. أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين خذوني معكم إلى ربى حزينة كوجه مجدلية إلى القباب الخضر والحجارة النوية أصبح عندي الآن بندقية. Hundreds of thousands of Lebanese joined the Palestinian struggle. George Abdullah is significant because he joined the armed struggle and also outside Palestine and outside Lebanon. إلى القباب الخضر والحجارة النوية 20 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية 20 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية أبحث عن بيتي الذي هناك عن وطني المحاط بالأسلاك أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي أبحث عن طفولتي. Je suis Jean-Louis Chalancé, je suis avocat, j'ai défendu de nombreux militants, de nombreuses organisations depuis presque 40 ans. L'affaire en elle-même, sur le plan judiciaire,
Il a été arrêté pour des faux papiers. Ensuite, on a bizarrement trouvé des armes qui auraient été utilisées dans le cadre d'actions militantes. Et donc, on l'a inculpé à l'époque pour complicité d'assassinat, puisque les armes qu'on avait découvertes chez lui avaient servi aux exécutions des attachés militaires israéliens et américains à une tentative d'homicide contre le consul des États-Unis à Strasbourg. Et il y a d'autres militants de l'organisation des FARL qui ont été pas arrêtés en France, mais qui ont été arrêtés en Italie parallèlement. Bonsoir. Pour la première fois, un diplomate israélien a été tué en France. Vers 12h40, une femme qui a réussi à prendre la fuite a tiré sur M. Barsimantov plusieurs balles de calibre 7,65, le blessant mortellement. Selon plusieurs témoignages, cette femme aurait agi seule et aurait tiré alors que le diplomate quittait son domicile parisien. On ignore pour l'instant les raisons de cet attentat, jusqu'à présent non revendiqué. On est au début des années 80. Il y a eu l'amnistie des prisonniers politiques en 1981, ce qui fait que tous les prisonniers, avec difficulté pour certains, politiques sont sortis, y compris ceux qui pratiquaient la lutte armée. Donc il y a des militants qui effectivement pratiquent la lutte armée dans toute l'Europe. Et Georges est arrêté un peu dans ce contexte, encore que c'est un contexte différent, puisque c'est pas dans le cadre des luttes armées européennes, mais dans le cadre de la résistance à l'ennemi américain et israélien. Je m'appelle Jean-Marc Rouillant, je fais partie de la première génération de la lutte armée, juste après 68. Et pour moi, ça a duré 20 ans dans différents pays européens. C'était la grande époque de la lutte armée en Europe. La guérilla communiste avait pris une telle ampleur à ce moment-là qu'elle était l'ennemi public numéro 1 du système. C'est à Paris que se concentrait la majorité des organisations internationales, qu'elles soient européennes et qu'elles soient proche-orientales, et de la gauche révolutionnaire palestinienne. Les liens avec la cause palestinienne et différents groupes européens, c'est un lien qui est historique, qui a toujours existé. Par exemple, nous, dans l'organisation Action Directe, il y avait des camarades qui avaient été entraînés dans les camps palestiniens, à Tal al-Sattar et ailleurs, au début de la guerre civile ou avant la guerre civile. Les avions qui bombardaient Beyrouth, les interventions au sol des forces américaines, des forces françaises, etc., dans la visée de destruction de la gauche révolutionnaire palestinienne, c'était clair qu'on avait un ennemi commun, qu'on était proches politiquement, et donc les interventions communes étaient très nombreuses. Si je suis ici, c'est en tant qu'ancien membre d'une organisation révolutionnaire, une organisation de guérilla urbaine en Belgique, aujourd'hui disparue, les cellules communistes combattantes. Au début des années 80, c'est le début de ce qu'on va appeler le néolibéralisme, donc des grandes offensives contre les acquis sociaux, les ruptures avec les politiques keynésiennes, les vagues de licenciements, les attaques contre les syndicats, ça du côté du monde du travail. Et puis une volonté pour l'impérialisme de revenir sur la période précédente qui avait été une période de lutte de libération nationale et de reprendre du terrain, de réassurer sa domination. Les contrats ne paient pas, seul le combat paiera. On était bien informés de ce qui se passait en Palestine et au Liban. Plusieurs camarades de la gauche révolutionnaire ont d'ailleurs été là-bas. Plusieurs ont combattu, notamment en 82 à Beyrouth. La question palestinienne a une qualité particulière, a une qualité vraiment fondamentale, c'est que la gauche palestinienne a porté la guerre en Europe et dans les centres impérialistes. En faisant en partie de l'Europe un terrain de la guerre révolutionnaire, la gauche palestinienne a placé la gauche révolutionnaire européenne face à ses responsabilités, a obligé à nous, révolutionnaires européens, nous interroger à c'est quoi vivre et lutter dans un pays impérialiste.
Les fractions armées révolutionnaires libanaises sont en partie démantelées. Quelques-uns des membres de cette organisation terroriste qui a revendiqué plusieurs attentats meurtriers contre des intérêts israéliens et américains, quelques-uns de ces membres ont été arrêtés au cours des derniers mois en Italie et aussi en France. Une information révélée par notre confrère L'Express. Hervé Bosini. Dans cette prison lyonnaise, celui que d'habitude on n'arrête jamais, un chef important du terrorisme international, selon la DST, le contre-espionnage français. Son nom, Abdallah Ibrahim. Ce sont les policiers italiens qui ont permis cette... Il a donc été arrêté en 1984 à Lyon pour détention de faux papiers, ce qui n'est pas... C'est 2 mois, 3 mois, 4 mois de prison, enfin ça va jamais très loin, des faux papiers. Surtout qu'à l'époque, il faut bien savoir que les peines étaient beaucoup moins fortes qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas encore les textes antiterroristes, il y avait des textes de droit commun assez classiques. Nous, on pensait au début que ce n'était qu'un passage en prison. On avait connu déjà des leaders palestiniens qui restaient de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et on pensait qu'avec Georges, ça ferait le même, parce que les autorités françaises ne voulaient pas rentrer en conflit direct avec les organisations palestiniennes. Et ensuite, comme je l'ai indiqué, il y a cette découverte un peu particulière d'armes à un domicile qu'il louait, et d'armes qui ont été utilisées par des militants pour des exécutions politiques. On a cru que ça allait mieux se passer que ça s'est passé. Nouvel attentat sanglant en plein Paris. Une bombe jetée d'une voiture devant le magasin Tati vers 17h30 cet après-midi a fait au moins 5 morts, une cinquantaine de blessés, dont 11 sont grièvement touchés. Oui, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que sur place, nous avons vécu l'horreur. Nous sommes arrivés quelques minutes seulement après que la bombe ait éclaté. J'ai vu personnellement plusieurs personnes très gravement blessées évacuées. C'était absolument terrible. Alors, l'attentat de la rue de Rennes, c'est Tati, donc c'est la bombe qui tue les gens qui passent. C'est une espèce d'abomination comme le RER, des choses comme ça. Et je pense que je pourrais vous en dire plus au journal de 20h. Merci. Le collectif qui a revendiqué, le comité, les attentats de la rue de Rennes, a demandé entre autres la libération de Georges. Mais il demandait la libération d'autres militants plus proches de l'Iran, qui n'avaient quand même pas grand-chose à voir avec Georges. Très clairement, on a identifié que ces opérations faisaient partie en même temps que les enlèvements à Beyrouth de pression sur le gouvernement français pour faire libérer le commando Bakhtiar. Georges sert, par rapport aux actions du CSPPA, sert de bouc émissaire. Il cherchait des pistes françaises ou libanaises, mais pas iraniennes. Il ne voulait pas, de toute façon. Et donc, le frère Abdallah, c'était facile. Des Libanais, il n'y a aucun moyen de pression du Liban sur la France, alors que l'Iran, c'est un peu plus compliqué. Ces 2 hommes, les 2 frères de Georges Ibrahim Abdallah. À partir de demain, sur tous les murs de France, vous pourrez voir ces photos. Pour leur arrestation, une prime, 1 million de francs. C'est dans l'entourage d'Abdallah, condamné à 4 ans de prison à Lyon, que cherche aujourd'hui la police. Le seul moyen, semble-t-il, d'arrêter la vague d'attentats sanglants. Attentats tous revendiqués par le CSPPA, le comité de solidarité avec les prisonniers du Proche-Orient. يعني أمام اتهامنا بالوقوف خلف هذه العمليات هذه الاتهامات اتخذت بعدا يعني سورياليا فلقد جاء إلينا في لبنان العديد من الصحافة الأجنبية الأمريكية والغربية والفرنسية بشكل خاص والبعض منها نسج ما يشبه الأفلام الهوليودية بمعنى أن يسرد واقعة تقول أن أحد إخوة جورج عبد الله كان يقابل الصحفيين في النهار ويذهب ليلا إلى فرنسا لأن لآل عبد الله
مطارا خاصا في القبيات يستطيعون بواسطته أن يذهبوا ليمارسوا عمليات تفجير في باريس ويعودوا في الصباح الباكر ليظهروا وكأنهم أبرياء أمام الصحف وأمام الإعلام. C'est un complot politique. Dans l'affaire Abdallah, c'est comme les poupées russes. Chaque fois que tu enlèves un élément, il apparaît que tu découvres qu'ils en ont fait le double, quoi. Avec la complicité de journalistes français. Avec la complicité de journalistes français qui savaient pertinemment que les preuves qui étaient apportées par les services secrets étaient fausses. C'est ça qui est étonnant, que ce soit un match, bon encore ils font spectaculaire, que ce soit Le Monde, Libé j'imagine, je ne me rappelle plus, ils ont tous repris, les frères Abdallah sont l'auteur des attentats. C'est-à-dire qu'ils ont pris pour argent comptant les déclarations du ministre de l'Intérieur, qui sont vérifiées rien du tout. Les frères Abdallah, ils étaient au Liban, hein, il y en a un qui est prof de fac, on pouvait les entendre, ce qui fait qu'ils sont d'ailleurs jamais venus en France pour voir leurs frères, parce que on ne sait jamais, c'est vrai. Même 20 ans après ou 30 ans après, les suspicions qui pourraient revenir. Et encore aujourd'hui, lorsque l'avocat des États-Unis vient plaider contre George, il y a 3 ans, la dernière fois que j'ai plaidé contre lui, il y a 2 ou 3 ans, il vient rappeler que ses frères étaient l'auteur de l'attentat de 86, avec les coupures de Paris Match, alors que tout le monde sait pertinemment que c'est faux pour dire le climat qui a été développé autour de ça. السلطات الفرنسية التي تعلم جيدا أن كل اتهاماتها كاذبة وباطلة بدا في نهاية الأمر أنها مقدمة لمحاكمة جورج بشكل تعسفي ولتبرير هذا الحكم غير المستند إلى وقائع قانونية لتبريره أمام الرأي العام الفرنسي الذي كان مشحونا بحر الدماء أو كمية القتلى والجرحى في الشوارع الفرنسية. ما هو مثير أيضا أن يحضر في خلال المحاكمة الطرف الأمريكي بوصفه شريكا في الادعاء. جورج في مطالعته السياسية النضالية المطولة عرض لما قام به الغرب من اعتداءات على كل العالم الثالث والعالم العربي وعلى فلسطين. Je pense que les États-Unis ont fait pression immédiatement dans la mesure où c'était des diplomates, même si c'était agents de la CIA américains qui étaient en cause. Il y a un contexte également du fait qu'il est arabe, même s'il est d'origine chrétienne et qu'il est marxiste, pour les gouvernements de droite ou de gauche, il est terroriste arabe, en gros. Pistolet, mitrailleur à la hanche, des chiens, on cherche des explosifs, tension au quai des Orfèvres, on attend l'arrivée de George Ibrahim Abdallah. Pour ouvrir et fermer le convoi à l'élite de la police, les GIGN et les hommes du raid, Abdallah est là, dans ce car bleu. Silence absolu, ça n'aura duré qu'une minute. Les portes se referment. Dans quelques instants, le procès Abdallah pourra commencer. جورج في الوقت نفسه في سياق دفاعه عن نفسه هو بالأحرى لم يدافع عن نفسه بل قدم مطالعة سياسية قانونية بالمعنى النضالي للكلمة بمعنى أنه رفض منطق أن تحاكم دولة غربية مناضلين عرب فكان كلامه الشهير حتى عندما سئل عن اسمه فسمى نفسه مناضلا عربيا. Il dit exactement combattant arabe. Je suis combattant arabe. Qu'un combattant arabe soit jugé par une cour spéciale en Occident, rien de plus normal. Qu'il soit traité de criminel et de malfaiteur, rien de vraiment nouveau. Mais que le criminel yankee, bourreau de tous les déshérités de la terre, soit en plus le représentant des prétendues victimes devant vous, il y a bien de quoi alors s'abstenir de tout commentaire sur la nature de votre coup, ainsi que sur la tâche qui lui est assignée. وخصص بالذكر
كمية الشهداء الكبيرة التي سقطت في لبنان وفي بيروت بشكل خاص خلال الاعتداء الصهيوني على لبنان، والتي فاقت آنذاك 25 ألف قتيل. وبالتالي هو يعني شكلت المحاكمة بالنسبة إليه شكل آخر لمحاكمة السياسات الغربية والداعمة لإسرائيل في عدوانها على شعوبنا وعلى فلسطين وعلى لبنان بالتحديد في تلك الآونة. Bien sûr, des esprits tolérants et démocrates ont bien de quoi s'indigner devant la montée du fanatisme et du terrorisme international. Ils n'oublient jamais d'afficher leur solidarité humanitaire avec la résistance contre l'occupant, à la seule condition que les victimes obéissent aux lois des bourreaux, à savoir que la guerre ne devra jamais plus dépasser les régions des périphéries et ne devra plus jamais perturber leur criminalité. La peine qui a été prononcée à l'encontre de Georges, et même le fait qu'il était inculpé de complicité d'assassinat simplement parce qu'il était porteur d'armes, mais qu'il n'y a aucun élément disant qu'il était présent lors des exécutions en cause. Rien. Simplement l'arme. Donc il aurait pu tout à fait être poursuivi pour détention d'armes, avec une peine forcément maximale de 5 ans ou 6 ans de prison. Je me retire de la salle d'audience de cette cour, vous laissant le plaisir d'écouter le représentant du bourreau et sa défense vomir leur haine contre les déshérités de la terre. Le procureur avait demandé, je ne sais plus, c'est 7 ou 10 ans de mémoire, et ils lui ont mis perpétuité. يعني حركة التضامن مع جورج بدأت بالاتساع على مراحل متعددة، خصوصا مع اقتراب العام 1999 حيث أنهى جورج ما يسمى فترة الأمان. On peut demander sa libération conditionnelle après l'expiration d'une peine de sûreté pour les gens pour qui la peine est assortie, comme maintenant. Et pour Georges, qui est l'ancien régime, je dirais, c'était 15 ans. Donc il formule une demande, il en a fait 8 principales, on va dire, parce que bon, il y a un peu de confusion parce qu'il y a les appels, donc on va dire 8 principales depuis 1999. Donc à partir du moment où la demande de libération a pu être faite, là on a commencé effectivement à voir les militants, et puis l'environnement international s'occupait un peu de Georges et estimait qu'il y avait un militant révolutionnaire détenu en France. Suzanne Lemanceau du collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah et membre également de la campagne unitaire Île-de-France. On militait sur la libération des prisonniers d'action directe. Et il se trouve que Jean-Marc Rouillant était dans la même prison que Georges Abdallah. Il n'y avait pas de visite de militants de chez nous, et voilà, on a commencé à monter un collectif, à aller le visiter, à lui écrire d'abord, et surtout à essayer de construire des liens avec d'autres organisations politiques, de façon à répandre une volonté de le soutenir et d'établir une solidarité, de construire une solidarité autour de lui. وبالوقت ذاته كان جورج قد تقدم بعدة طلبات للإفراج المشروط، ودائما كان يأتي الجواب ببعده السياسي بسؤال جورج عن موقفه من المقاومة
بسؤال جورج عما سيفعل في حال قامت القوات الإسرائيلية باجتياح لبنان مرة أخرى. بطبيعة الحال كان لجورج الجواب نفسه في كل مرة، والمقصود أنه إذا حدث وجرى اعتداء على لبنان فسأقوم بتصرف حكومة بلادي وبتصرف شعبي، وسأتصرف بوصفي كأي فرد بمجتمع يتعرض بلده للاعتداء. Les décisions judiciaires ont été dans une phase récessive dans la mesure où ils ont motivé leur refus par refus de repentir, ne pas indemniser les victimes. On est revenu à l'ancien temps en quelque sorte. Donc ça c'est vraiment l'argument, le dernier argument quand on ne veut pas libérer un prisonnier politique, on dit mais il n'y a pas de repentir. Ce qui importe vraiment prioritairement pour un prisonnier révolutionnaire, c'est de continuer à être un sujet révolutionnaire, continuer à pouvoir contribuer à la lutte, au développement de la lutte. Alors ça peut se faire de diverses manières, simplement avec des contacts par des correspondances, ça peut se faire par des recherches théoriques, ça peut se faire en valorisant l'expérience qu'il a eue, même en faisant le bilan critique et autocritique de son expérience. Mais ça, c'est vraiment central. Moi, j'arrive en 1994 à Lannemezan. Et un peu plus d'un an après, débarque Georges une après-midi. Il sort du quartier d'isolement et il débarque en détention. Et à Lannemezan, il y avait un tout petit rapport de force, ce qui fait que tous les prisonniers politiques de la gauche révolutionnaire, du Pays Basque, on était tous au même étage, au deuxième sud, où il est toujours là actuellement, au deuxième sud du bâtiment A. Georges, il commençait 4h, 4h30, 5h à écouter la BBC en arabe, à lire ses journaux, tout un travail politique. Lors de différentes agressions ou de grève de la faim des prisonniers palestiniens, on faisait une grève de la faim commune avec eux. Donc, c'est une activité politique réelle. La prison, c'est pas une parenthèse. C'est une véritable activité politique. C'est en ça que ces visiteurs sont importants pour lui, parce qu'il a besoin de confronter, comme nous on fait à l'extérieur, de confronter les idées et tout ça. Le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, il avait besoin de savoir comment ça se passait réellement sur le terrain, où est-ce qu'ils allaient, est-ce que cette contestation pouvait s'inscrire dans un avenir révolutionnaire ou voilà. Le grand respect que Georges dans les prisons, ça vient de là. Il est présent, il est là, on fait appel à lui, il est là. الحدث الأبرز في مسار قضية جورج كان في أواخر العام 2012 وبداية العام 2013 عندما صدر قرار بالإفراج عنه. Lorsqu'on est condamné à perpétuité, on peut formuler une demande de libération conditionnelle et si on est étranger et qu'on est interdit du territoire, expulsé ou avec une demande d'extradition, on est dispensé évidemment de cette peine un an, puisqu'on peut retourner dans son pays immédiatement. En décembre 2012, je crois, le tribunal d'application des peines a énoncé une libération, a prononcé une libération, et elle était assujettie à une expulsion qui devait être signée par le ministre de l'Intérieur, qui était Manuel Valls à l'époque. تاريخ 14 جانفييه 14 كانون الثاني، حيث فوجئنا بقدر كبير وخاصة الآخرون الذين كانوا يتهيئون لاستقبال جورج، وكان استقبالا كبيرا يبدأ من المطار حيث فتح صالون الشرف لجورج. Ils étaient tous complètement prêts à l'accueillir et nous prêts à ce qu'il soit enfin libéré. Et à chaque fois, ce jugement a été reporté en attente de cette expulsion. Il a été reporté 3 ou 4 fois, en attente de cette signature, qui finalement n'est jamais venue parce que le gouvernement français n'a jamais voulu signer, ça c'est clair. فتلقينا الخبر في طريق ذهابنا إلى المطار
وعوض استكمال الطريق إلى بيروت ذهبنا مباشرة إلى السفارة الفرنسية وحدث أكبر اعتصام في تاريخ اعتقال جورج. لاحقا علمنا من خلال وثائق ويكيليكس أن امتناع السلطات الفرنسية عن تنفيذ الحكمين القضائيين بالإفراج عن جورج كان بناء على رسالة بعثت بها وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون إلى مثيلها في فرنسا. This case isn't just a French case, it's also a US case and it's also an Israeli case. We see every single time that there's a legal process for George to win his freedom. There's direct involvement from every US Secretary of State, from Condoleezza Rice to Hillary Clinton, to take action to actually actively block this release. And of course, this is something the French government is happy to go along with and work together to pursue. Please. Do you have any reaction on France releasing George Ibrahim Abdallah? Obviously, we are concerned about this release. We don't think he should be released, and we are continuing our consultations with the French government about it. Would you take we have serious concerns that he could return to the battlefield, etc. Please. Dans une des demandes de libération conditionnelle, puisqu'on demande chaque fois l'avis au service de police concerné, enfin, sécurité intérieure, il avait été dit, mais le danger, c'est si il rentre au Liban, il sera accueilli comme un héros national, et c'est très mauvais pour les intérêts de la France et l'équilibre régional et autres. Ben, je suppose que le gouvernement français a ses raisons. On a souvent dit entre nous qu'il obéissait au diktat états-unien, etc. On est certain à penser que c'est pas qu'il obéit, c'est qu'il fait partie de toute cette clique d'impérialistes. La France joue ses intérêts aussi dans la région, et voilà. The imprisonment of George Abdallah is not separate from the French position on Palestine overall and the relationship of France to the Palestinian struggle for liberation. This part of the world has been such a focus of imperialism for many reasons, both from its geographic location to the, of course, immense amount of oil resources that are contained in the Arab world. And France is not an innocent bystander, but an active participant in what's happening today in Palestine and the imprisonment of George Abdallah. الدولة اللبنانية ما عندها أي استعداد بكل قواها دون استثناء إنها تقول لا للأمريكي وإنها تقول لا للفرنسي. نحن وكثير من الشباب اللبناني عملنا اتصالات مع كافة القوى السياسية، ووعودهم بقيت وعود حبر على ورق. Honestly, if we're going to be honest about the Lebanese government's role, it's been complicit to date in George's imprisonment. And what we're seeing is that the Lebanese government is actually beginning to take a stand. But it's going to be up to us to push the Lebanese government to really end its complicity and take meaningful, direct action steps to demand George's release and put political pressure on France, on the United States, to make this happen. إذن اتساع الحملة الوطنية في لبنان بدأت تأخذ أبعادا جيدة وبدأت أصبحت على اتصال مع مختلف المجموعات المطالبة بتحرير جورج عبد الله، المجموعات المنتشرة في بلدان عدة، في فلسطين المحتلة، في تونس، في الأردن، في الأرجنتين حتى، وبشكل خاص في فرنسا. وأصبحنا باتجاه القيام بأنشطة متزامنة، وذلك يعزز من نشر قضية جورج عبد الله وبالتالي يقرب الإفراج عنه.
the movement is beginning to have a real impact. And the level of pressure that this movement is beginning to put on the Lebanese government, on the French government, is growing. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis fils de terroriste puisque mes parents étaient dans la résistance juive au nazisme. Ma famille maternelle a été exterminée. Mon père a été dans le groupe Manouchian et déporté à Buchenwald. Et si vous avez vu l'affiche rouge qui a été rendue célèbre, des résistants, non des terroristes. Voilà, je suis fier d'être fils de terroriste et je défends aujourd'hui les terroristes qui résistent au terrorisme israélien. Il serait d'abord faux d'utiliser le terme de l'ennemi qui est le terme de conflit. Il ne s'agit pas d'un conflit, c'est complètement asymétrique. Il s'agit d'une guerre contre le peuple palestinien qui a commencé il y a plus d'un siècle, une guerre coloniale, une guerre de négation, un sociocide, une destruction patiente de la société palestinienne. On dit parfois que Israël-Palestine, c'est compliqué. Non. Il y a un occupant et un occupé. Il y a un crime fondateur qui a été un nettoyage ethnique prémédité en 1948-49 de la grande majorité des Palestiniens. Il a été accompagné d'un très grand nombre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et l'occupant a ajouté la destruction des villages palestiniens et la tentative d'effacer, y compris la trace de la Palestine, dans ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël. Dans cet engagement, Georges n'a jamais flanché en 35 ans de détention. Il a toujours lié l'indispensable révolution au soutien à la résistance palestinienne. Lui-même a fait des grèves de la faim en même temps que les grèves de la faim dont on a parlé des prisonniers palestiniens, et que voilà, la cause de Georges et la cause du peuple palestinien, elles sont vraiment, et depuis plus de 35 ans, et même avant, indissolublement liées. George Abdallah had been involved in the Palestinian struggle. He was part of that struggle, and the accusations against him were essentially of participating in that struggle, because again, the Palestinian liberation movement cannot be delinked from the Lebanese resistance to Israeli attacks and occupation and colonialism. They're not two separate things, they're part of one movement. So when we look at George Abdallah, we're definitely talking about someone who is a prisoner of the Palestinian liberation movement. Depuis 1967, 850 000 Palestiniennes et Palestiniens ont connu la prison. À l'échelle de la France, c'est comme si 12 millions de personnes en 50 ans avaient connu la prison. Il n'y a pas une famille palestinienne qui n'a pas été touchée massivement par l'emprisonnement. Palestinian prisoners represent the resistance. There is a massive attempt to criminalize Palestinian resistance, to frame it as terrorism, to frame it as illegitimate. Israel has thrown these people in jail for a reason, because these are the people who organize students, who organize women, who organize communities, who organize workers. These are the people who defend land. These are the people who defend rights. These are the people who have the capacity to rebuild the Palestinian national liberation movement. Supporting Palestinian prisoners is not only about defending human rights. It's not only about defending international law, even though it is doing those things. It's also about standing with the Palestinian people and their right to resist. Today in Palestine we have 7,000 political prisoners. Why? Why they are the ones who are targeted? Why 6,000 of them are from West Bank? As we are resisting, we will always have political prisoners or martyrs. So it's a sign that we are weak, but also it's a sign that we are building up and we are resisting, and we should resist more. Toute espèce de ressemblance entre l'emprisonnement massif d'un peuple par l'État sioniste et l'emprisonnement depuis 35 ans de Georges ici par l'État complice n'est évidemment pas fortuite. Et il faut qu'on continue de se battre pour la libération du peuple palestinien et de Georges.
know that George Ibrahim Abdallah, if he sell his principles, he could have been in Lebanon long time ago. The fact that he's in prison is because he's still upholding these principles and still an integral part of the struggle against occupation and against imperialism. C'est pas au bout de 35 ans qu'il va mettre un genou à terre et qu'il va... Il n'a pas fait tout ce chemin-là pour, à un moment donné, céder là-dessus. Et le fait même que les révolutionnaires soient en prison, ben, ça veut dire aussi qu'on veut rayer de l'histoire la mémoire des luttes et des luttes révolutionnaires. Il y a encore beaucoup à faire pour amorcer une issue favorable. Comme vous savez, il ne suffit pas que l'État du Liban exige, ou plutôt demande, ma libération. Il faut encore que le rapport de force réellement existant puisse faire comprendre aux représentants de l'impérialisme français que mon incarcération commence à peser réellement plus lourd que les possibles menaces inhérentes à ma libération. C'est seulement dans ce cas que l'ordre de mon expulsion vers le Liban ne trouvera plus alors d'opposition. C'est pourquoi, chers amis et camarades, la solidarité la plus appropriée que l'on peut apporter à tout protagoniste révolutionnaire incarcéré, c'est celle que l'on développe toujours plus sur le terrain de la lutte contre le système d'exploitation et de domination. Ensemble, camarades, et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades et amis, mes plus chaleureuses salutations révolutionnaires. Votre camarade Georges Abdallah. George Abdallah's case is fundamentally political. It's not legal. It's not about a violation of the law. It's not about how this case can proceed through the courts. It's taking place because of the very nature of Israeli colonialism, apartheid, and occupation. He is there because he's fighting. He is there because he never compromised, and he is there because this line of struggle is harmful for the Zionists and for the imperialists and the colonial power. They have failed to break what George Abdallah represents in terms of the struggle and the Palestinian people's struggle. We will not allow the French state or any colonial power or even the enemy to get relaxed. We don't forget our prisoners. We don't leave them behind bars without doing anything. So I do believe that Palestinians, everywhere they exist, they resist.
Thank you.